Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter la troisième partie de la restitution du travail d'enquête conduite par Mariano Adjamay, en vous priant tout d'abord de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous cet après-midi. Cette partie porte sur les trajectoires de conversion des IE INRAE, dont vous voyez sur cette diapositive une représentation synthétique sous forme de frise chronologique. Cette frise distingue trois moments: le démarrage d'expérimentation en agriculture biologique, le démarrage d'une conversion, qu'elle soit partielle ou totale à l'agriculture biologique, et enfin l'acquisition de la certification en AB. Elle se déroule sur 30 ans et montre que si les conversions étaient rares dans les années 90, elles sont un peu plus nombreuses dans les années 2000 et elles s'accélèrent et s'intensifient nettement depuis les années 2014-2015. Pour analyser les trajectoires de conversion des UIE, nous avons conçu un cadre d'analyse qui est présenté sur cette diapositive. Une trajectoire de conversion à l'agriculture biologique est un processus plus long que la durée légale de conversion, qui comprend tout le cheminement intérieur ou antérieur au choix de conversion et qui s'inscrit dans une combinaison de différents facteurs. Ces facteurs s'expriment à différents niveaux de l'écosystème d'acteurs dans lequel nos UE sont inscrites, à la fois en termes de gouvernance au sein de notre établissement, direction générale, centre de recherche, département, direction des unités et installations expérimentales, mais aussi en termes de contexte partenarial, du point de vue des collaborations scientifiques et des partenariats socio-professionnels, mais aussi du contexte propre à chacune des UEIE. Ces facteurs peuvent être analysés à trois niveaux: les motivations à la conversion, c'est-à-dire les raisons qui incitent une unité expérimentale à un moment donné à faire ce choix, le contexte qui permet la décision de conversion, quels sont les événements déclencheurs qui ont pu provoquer cette décision, quels sont les facteurs favorisants, quels acteurs ont été partie prenante du choix, et enfin les freins et les leviers de la conversion. Quelles difficultés les UEIE en agriculture biologique ont-elles rencontrées lors de cette conversion? Comment les ont-elles surmontées? Et enfin, quelles motivations et craintes sont exprimées par les UE qui souhaitent se convertir? Dans la suite de la présentation, je vais reprendre ces trois types de facteurs, sachant qu'ensuite, nous vous proposerons de discuter autour de trois questions en sous-groupe. Donc, ces questions, elles sont libellées sur la diapositive. Voyez-vous d'autres freins et leviers complémentaires à ceux qui auront été présentés? Dans votre UE, êtes-vous concerné par tous les freins et leviers qui sont listés? Et dans votre UE, quels sont les freins qui pourraient être levés le plus facilement? Donc, merci donc d'écouter la suite de la présentation en pensant à ces questions. Donc, les motivations à la conversion. Ce que l'on a observé au travers de l'enquête, c'est tout d'abord que la conversion à l'agriculture biologique, qu'elle soit partielle ou totale, n'est pas incitée par une seule motivation, mais par une combinaison simultanée de plusieurs motivations. Ces motivations peuvent viser à contribuer à l'innovation au niveau d'une variété, d'une technique, d'un système, et à aussi analyser les processus de transition vers des systèmes agroécologiques par le biais de différents dispositifs mis en appui aux expérimentations conduites dans les UE. Cela peut être aussi d'accroître la visibilité des UE et la transparence sur les pratiques agricoles qu'elles mettent en œuvre par l'acquisition d'une certification selon un cahier des charges défini et connu. C'est ce qui est résumé dans le verbatim en bleu, où un directeur d'unité nous a dit que la conversion à l'AB donne une excellente visibilité et un affichage même à l'international grâce au cadre précis du cahier des charges AB comparé à d'autres systèmes alternatifs qui ne sont pas clairement définis. Une motivation peut être aussi de mettre en œuvre des pratiques qui limitent l'impact environnemental de l'agriculture et qui préservent les ressources naturelles et les milieux, mais aussi de répondre à la demande sociétale de réduction des intrants de synthèse et de développement de certains produits, comme par exemple les vins en agriculture biologique. Donc là aussi, un verbatim pour illustrer cette motivation. Les gens nous demandaient, puisque vous êtes l'INRA et que vous voulez limiter l'impact environnemental, pourquoi vous n'êtes pas en AB? Un autre type de motivation est de s'inscrire dans des orientations scientifiques de département, dans des dispositifs de soutien financier existants ou encore dans des dispositifs partenariaux. Et enfin, pour certains, de revaloriser les productions agricoles et d'augmenter ainsi les ressources propres issues des ventes de produits. Le contexte qui permet la décision de conversion maintenant.
Ce contexte peut être composé d'éléments déclencheurs qui peuvent être portés soit par les UE en elles-mêmes, soit par les équipes de recherche. À l'initiative des UE, ces éléments déclencheurs peuvent être des discussions internes qui ont été partagées à des moments bien précis, par exemple lors des évaluations collectives des UE ou au sein de groupes de travail avec des scientifiques. Cela peut être aussi des initiatives portées par un ou des ingénieurs des unités expérimentales qui peuvent se concrétiser lors d'un changement de direction. Cela peut être aussi la rencontre avec une personne clé extérieure à l'unité expérimentale qui amène l'UE à choisir la conversion, ou bien l'initiative d'un DU qui perçoit une opportunité technique, une opportunité de marché ou de mise en adéquation avec des attentes sociétales. Ces éléments déclencheurs peuvent être aussi à l'initiative d'équipes de recherche intéressées pour expérimenter dans des conditions AB et qui vont en discuter avec les unités expérimentales. Le contexte de conversion et le choix de conversion est aussi favorisé par différents facteurs. Tout d'abord, un contexte scientifique et sociétal qui voit l'émergence de préoccupations croissantes sur la transition agroécologique depuis le milieu des années 2010. On a bien vu dans la frise chronologique que je vous ai présentée au début de ma présentation que les conversions et les choix de conversion sont plus fréquents depuis les années 2014-2015. Les interactions entre eux ou avec des acteurs de la recherche et développement peuvent aussi favoriser ce choix de conversion. Elles prennent la forme de visites inter-UE, mais aussi de visites d'agriculteurs biologiques dans les UE, qui peuvent être aussi combinées à des visites de techniciens des UE chez des agriculteurs bio, et enfin des échanges avec des instituts techniques, des chambres d'agriculture, des groupements d'agriculture biologique, ou bien aussi du conseil privé. Les dispositifs de soutien financier existants peuvent aussi favoriser le choix de conversion. À INRAE, par exemple, via le programme AgriBio et actuellement le métaprogramme MetaBio, les projets CPER en région ou bien des financements départementaux. Le fait que certaines unités et installations expérimentales aient une expérience antérieure, par exemple sur des techniques de réduction des pesticides via la lutte intégrée, la production biologique intégrée, peut aussi favoriser un choix de conversion, ainsi que l'adhésion des agents des UE, des unités de recherche avec lesquelles elles collaborent, et aussi, bien sûr, des départements scientifiques de tutelle dans lesquels elles sont inscrites. Le troisième type de facteur pour analyser les trajectoires porte sur les freins et les leviers de la conversion. L'enquête a permis d'identifier 5 catégories de freins à la conversion. Un premier type de frein est lié au collectif des UE et aux agents qui les composent, avec tout d'abord une peur du changement et du regard de l'environnement social autour de l'UE sur ce changement, qui peut se traduire par exemple par un salissement des parcelles, qui peut aussi donner à voir certaines valeurs associées à l'agriculture biologique. Cette peur du changement, peut être associée à une perte de motivation et aussi du sens donné au travail. La conversion peut aussi occasionner une perte de repères sur de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de conduite, de nouveaux protocoles expérimentaux. Cette conversion à l'UE peut occasionner une diminution, même si elle est temporaire, de l'expertise technique, un manque de compétences, et elle place les agents dans de nouvelles situations d'apprentissage qui peuvent les inquiéter. Autre frein dans les collectifs d'UE, une conversion qui peut s'accompagner d'une augmentation de la charge mentale, mais aussi dans certaines situations, d'une augmentation de la pénibilité des conditions de travail. Par exemple, quand la conversion à l'agriculture biologique se traduit par plus de travail en extérieur, même en cas d'intempéries. Un second type de frein porte sur les incertitudes sur la faisabilité de la mise en œuvre du modèle en agriculture biologique. Ces incertitudes sont relatives à la fois au coût des intrants, l'achat de concentrés, de fourrage, qui est illustré ici par un court verbatim. On a déjà des difficultés à trouver du fourrage dans la zone et les prix sont élevés.
Des incertitudes aussi sur la valeur ajoutée du bio, sur les débouchés commerciaux, sur la structuration des filières qui permettra d'accompagner cette conversion dans l'unité expérimentale. Et aussi, pour certains, une incertitude sur l'impact environnemental de certaines pratiques en AB, en particulier quand l'UE utilise des produits de biocontrôle. Une troisième catégorie de freins porte plus sur des freins techniques et structurels. La conversion à l'agriculture biologique peut se traduire par une plus faible productivité en système AB, notamment les premières années, dans l'attente de la mise en place de nouvelles régulations naturelles. Et donc là, ces freins sont illustrés par des verbatims du type on a observé une perte de rendement de 30% sur 2 campagnes. Depuis qu'on a ces pratiques plus respectueuses de la santé des agents et par là même plus proches de l'AB, on vend beaucoup moins parce que nos fruits sont quand même moins marchands. Il peut y avoir aussi dans certains systèmes de production des contraintes qui sont plus fortes en agriculture biologique, par exemple dans des systèmes en canne à sucre où la gestion de la fertilité du sol est problématique, mais aussi en arboriculture. On est sur des cultures qui sont difficiles, il y a beaucoup de bioagresseurs et comme ce sont des cultures pérennes, des inoculums restent d'une année sur l'autre. Pour les domaines en production animale, certains ont relayé ce qu'ils appellent un désert médical, en expliquant que pas de vétérinaires autour d'eux étaient mobilisables pour les accompagner dans l'adoption de méthodes de soins aux animaux alternatives autour d'eux. Un quatrième ensemble de freins est lié à la réglementation en AB et à son évolution. Il semble plus présent dans les cas de conversion partielle, qui nécessitent une traçabilité accrue entre système AB et non AB. Séparation des récoltes, séparation des intrants, enregistrement de l'alimentation des troupeaux, suivi des facturations. Il y a aussi des contraintes liées au suivi de l'évolution de la réglementation en agriculture biologique et également certaines critiques sur un cahier des charges qui peut paraître trop figé, mais aussi trop contraignant et limiter ainsi parfois l'innovation, comme par exemple concernant certains tests de procédés de vinification. Il y a aussi une lourdeur qui a été relayée concernant les demandes de dérogation pour motif expérimental. Et enfin, la dernière catégorie de freins qui a été parfois citée concerne des équipes de recherche ou des départements de tutelle parfois réticents à ce que les UE se convertissent à l'agriculture biologique. Avec une illustration sous la forme du verbatim, ils veulent que leurs essais soient carrés avec le minimum de maladies et d'herbes. En termes de leviers, l'enquête a mis en évidence 4 catégories de leviers principaux. Un premier levier sur les apprentissages, par des formations, la participation à des ateliers, à des visites d'échange d'expériences, par la lecture de publications. Les formations peuvent être ponctuelles ou continues, spécifiques ou non à l'agriculture biologique, réalisées par des agents INRAE ou par des personnes extérieures, des consultants privés, dans le cadre de stages VIVEA. Les thématiques sont diversifiées sur des pratiques, conduite des cultures, conduite des troupeaux, usage de l'homéopathie, de l'aromathérapie, sur les implications du cahier des charges, du cahier des charges AB dans la conduite concrète des unités expérimentales. Il y a aussi des accompagnements qui peuvent être proposés sous forme de financement et d'acquisition d'équipements. Ces accompagnements sont proposés par la CNUE via son appel à projet d'achat de matériel moyen. Aussi les équipements que l'on peut acheter dans le cadre de la démarche système de management environnemental ou encore la mobilisation de crédits exceptionnels sur l'arrêt du glyphosate. Des projets et contrats de recherche peuvent être également mobilisés pour financer des expérimentations en AB et acquérir certains équipements. Et enfin, il y a aussi les aides publiques à la conversion qui permettent de compenser la baisse du rendement et des coûts de production plus élevés. Un autre type de levier concerne les changements de pratiques qui peuvent être progressifs et qui bien souvent ont démarré avant la décision de conversion. Ces changements de pratiques sont très divers. Ils peuvent concerner la diversification des systèmes de production, la santé animale, la gestion de la fertilité du sol, la gestion de l'enherbement, la gestion des ravageurs et maladies, mais aussi la valorisation des produits. Enfin, un dernier type de levier nous a été cité, à la fois pour accompagner le sens donné au travail, son organisation et accompagner l'évolution des conditions de travail.
Donc, ces leviers-là portent plus sur le management des collectifs, avec la mise en place d'une coordination accrue, d'une certaine polyvalence, d'une flexibilité, la mise en place aussi d'interopérabilité entre différents projets. Il y a aussi le levier visant à augmenter les effectifs dans certaines UEIE, ainsi que la qualification des agents. Et enfin, l'amélioration des ambiances de travail nous a été citée, en particulier dans le cadre de la construction de bâtiments, avec une attention portée à ce qu'ils soient, par exemple, très lumineux. En conclusion de cette partie, je souhaiterais dire qu'effectivement, les UEIE et INRAE sont des situations de conversion à l'agriculture biologique qui présentent des spécificités par rapport aux exploitations agricoles, à la fois en raison du contexte institutionnel dans lequel elles sont situées, de leur mission propre, de la pluralité des acteurs qui sont impliqués dans la décision de conversion, mais aussi du fait qu'elles sont composées d'un collectif de travail. Ces trajectoires de conversion ont donc été le plus souvent progressives. Ce que l'on a observé également, c'est une forte variabilité des trajectoires de conversion. L'idée d'accompagner ces trajectoires de conversion n'est pas de standardiser, mais au contraire d'accompagner et d'ajuster en fonction de la diversité des situations. Et ce que l'on peut aussi mentionner, c'est que là, le travail de Mariano a permis de construire une première vision des trajectoires de changement des unités expérimentales, mais que cette vision peut être consolidée par une perspective historique visant à comprendre et analyser les trajectoires de changement des UEIE depuis leur création jusqu'aux évolutions plus récentes vers des systèmes et pratiques agroécologiques. Et je souhaite souligner à cette occasion que cette perspective historique fait l'objet actuellement du démarrage d'une thèse en histoire contemporaine dirigée par Pierre Cornu, qui s'appuiera sur l'analyse approfondie d'un petit nombre de situations du UEIE. À la suite de cette présentation, nous vous proposons donc de discuter en sous-groupe autour des 3 questions que je vous avais présentées au début de ma présentation. Voyez-vous d'autres freins et leviers complémentaires à ceux que j'ai pu vous restituer dans le cadre de cette présentation? Dans votre UE, êtes-vous concerné par tous les freins et leviers qui ont été listés? Et dans votre UE, quels sont les freins qui vous sembleraient être levés le plus facilement? Donc là, je laisse Dominique et Servane reprendre la main et je vous souhaite une bonne fin de réunion. Au revoir.